de ce colloque. Je voudrais, et puis j'adore la diversité des compétences, voilà, moi je voudrais poser une question à chacun d'entre vous. Je voudrais savoir si vous aviez le pouvoir et l'argent sur le plan mondial en 1 minute, quelles seraient vos priorités à chacun? On voit une série de questions, ça laisse un peu de temps à nos intervenants de réfléchir à leur réponse. Passe-toi en bio. Oui, bonjour, collègue bénévole dans plusieurs associations. Moi, ce qui ne m'est pas apparu très visible ce matin, c'est la particularité dans le domaine qui nous intéresse là, de l'outil de travail, et qui est lui-même en dehors de tout le reste sujet de spéculation. Je veux parler de la terre. Donc je pense que c'est un élément qui forcément intervient dans la définition du prix. Colette, tu es allée chez Terre de Liens hier Oui, soir, ce soir. c'est ce qui inspire ma question. C'est ce qui inspire ta question. Pour acheter moins d'un hectare dans les sommes, il faut faire des collectes collectives, je veux dire, parce que ça n'est plus possible. Oui, Tanguy, je suis bénévole ingénieur sans frontières. Je suis aussi salarié à la Terre de Liens, mais je ne vais pas parler de ça, parce que c'est juste, il me semble qu'on a très peu parlé de quelque chose qui me paraît fondamental pour la justification du commerce équitable et pourquoi on est dans le commerce équitable, c'est la question de régulation. On a un tout petit peu parlé de la question de régulation, mais sur une question de réguler les défaillances du marché, mais dans les conditions d'inéquitabilité qui ont été évoquées, qu'elles soient géographiques, nord-sud pour aller rapidement, ou internes en France. Monsieur, vous me disiez, ben voilà, finalement les plus modestes ne peuvent pas acheter les produits. Il faut des instances de régulation sociale, économique, environnementale qui permettent démocratiquement de définir entre nous qu'est-ce qui va être juste, quels vont être les termes de l'échange, avec une certaine transparence, avec un certain nombre de critères. Donc, à la Fondation mondiale, on avait essayé de mettre ça en place au niveau international. C'était la charte de la Havane, c'était l'Organisation internationale du commerce, qui n'a jamais vu le jour et qui a été remplacée par des outils de dérégulation, l'OMC, aujourd'hui les APE, l'AFTA, etc. Donc aujourd'hui, on reconstruit localement, à différentes échelles, ces instances de régulation. Ce sont les systèmes de commerce équitable. On peut discuter de la question de la démocratie à la tête de Max Havelaar et de toutes les discussions et de toutes les batailles qu'il y a à la tête aujourd'hui de Max Havelaar entre les producteurs et les consommateurs. Comment on définit démocratiquement ce fonctionnement? Mais ça peut être aussi la charte Alliance Provence pour les amarres, ça peut être tout un tas de choses. Et donc pour moi, cette notion de régulation, au sens fort du terme, elle est vraiment forte et j'en ai pas vraiment entendu parler. Serge Vins, association Agro-Bureau, excusez-moi pour le retard. Alors, un petit commentaire sur les CTE. Alors, c'était peut-être une bonne idée, mais ça a été un gâchis d'argent public, un self-service d'argent public à faire hurler. Pour donner un exemple, où j'ai participé aux commissions en tant que représentant des consommateurs Ventoux, il y avait une demande qui est obtenue d'ailleurs, des subventions pour faire du fauchage centrifuge. C'est-à-dire que l'objectif, c'était d'inciter les paysans qui font de la fauche de commencer par le milieu pour que les animaux puissent fuir, au lieu de faire depuis l'extérieur où il risque de se faire faucher à la fin. Ce qui on peut dire, on peut faire un parallèle, c'est si on demandait à un automobiliste, si un automobiliste demandait une prime pour respecter le feu rouge. Et c'était à peu près tout du même tonneau. C'était un gâchis faramineux. Pour le commerce équitable, je ne sais pas si dans la salle de gens de salle, il faut savoir que l'Union européenne a apporté des subventions pour les investissements en Asie. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a donné de l'argent pour que les multinationales puissent exploiter encore, faire un peu plus de profit en exploitant dans les aides thermiques. Alors, quant à l'exigence consommatiste, dans votre intervention, on dit que les consommateurs ne sont pas informés. Il y a des associations qui ont en principe vocation à ça. Et je veux dire qu'ils ne le font pas ou très mal. J'ai été administrateur national de l'EC de Choisy. Imaginez qu'en 1987,
j'avais écrit: nos exigences de prix bas nous rendront complices de celui qui exploite la misère sociale du tiers-monde. Et je demandais à ce que dans les tests figurent des éléments d'information sur les conditions sociales et écologiques de production. Je faisais ça il y a 30 ans et je pense que c'est toujours d'actualité. Je dois dire que ces demandes m'ont valu beaucoup d'embûches. Autre élément qui me semble important aussi, c'est que plus les prix sont bas, plus on gaspille, et plus on gaspille, plus on pollue, plus on détruit l'environnement. Et là, il y a un gros équilibre à créer. Voilà. Et on est dans une société où tout repose sur l'envie. Si les besoins, on peut les définir, les envies sont illimitées. J'aborderai le problème cet après-midi de la réponse un peu de l'objet de ce colloque, en présentant l'association Reconduire Conso, qui a finalement essayé, avec nos propres moyens, d'organiser un réseau de distribution cogéré par l'État concernés. Merci. On va prendre une dernière intervention. Bonjour, je suis Dominique Maturel, je suis chercheur dans une UNR sur le campus de l'Agro à Montpellier. Dans toutes les interventions qu'on entend depuis ce matin, il manque, me semble-t-il, peut-être une façon de réfléchir qui ne soit pas simplement d'un point de vue de gens qui savent, de gens qui sont éclairés sur la question. Hier, nous étions à Bruxelles, au Comité économique et social et environnemental, et on a eu, entre autres, une discussion avec un éleveur qui représente la FNSEA à ce comité, et qui nous expliquait finalement comment aujourd'hui, grâce au circuit court, grâce à, disons, cette façon dont un certain nombre de gens dans la société se sont emparés de cette question de l'accès à l'alimentation, il pouvait aujourd'hui dégager, avec son groupement de collègues paysans, à peu près 1,2 million de revenus dans la vente à la restauration collective, entre autres, donc en utilisant les marchés publics. Donc, ce que je veux dire, si je donne cet exemple-là, c'est pour dire aussi que il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer sur ces questions-là si on ne regarde pas les choses. Du point de vue de l'accès à l'alimentation, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on ne réfléchit pas sur les questions de justice sociale, en voyant à la fois les questions de redistribution qui peuvent se faire à tout le monde, et y compris aux gens qui sont sur des petits budgets, et de se poser à chaque fois aussi la question de la reconnaissance des différents groupes d'acteurs qui interviennent dans ces chaînes-là. Parce que si on prend les choses uniquement en se disant qu'il s'agit de faire un prix juste, donc ceux qui auront les moyens de faire ce prix juste le feront, peut-être qu'un certain nombre de gens accepteront de payer une taxe pour ceci, une taxe pour cela, etc. Mais je ne vois pas en quoi cette façon de penser change quoi que ce soit aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, autour de ces questions d'accès à l'alimentation. Moi, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a 8 millions de personnes en France qui émargent en grande partie sur toutes les aides alimentaires qui existent. Donc vous voyez bien que la question, on ne peut pas se la poser entre soi, du point de vue de gens éclairés et qui savent un certain nombre de choses sur ces questions de production alimentaire. Alors, je vais peut-être commencer à répondre. On se prendra une deuxième série de questions. Je propose juste qu'on termine à la fin sur cette question du pouvoir et de l'argent et de quelle priorité. Ce sera une bonne conclusion. Alors, qui veut commencer On a une question sur la question de la terre, de l'accès à la terre et en quoi ça a une influence sur le pays. Peut-être dire quelques mots sur la question de la régulation, mode de régulation publique et mode de régulation privée. Ça, ce sera pour Jean-Christophe. La terre, qui va répondre, non ? Ok, et bien alors, attends. Simplement, une mise au point, on ne peut pas être très clair. Il faut savoir aujourd'hui que dans la politique agricole actuelle, on donne des aides proportionnelles à la surface. Donc, on subventionne sur fonds publics l'agrandissement des exploitations et la réduction d'emplois en agriculture. Et alors, et ça c'est très important. Alors l'argument
effectivement, c'est de dire, c'est normal parce que les grandes exploitations sont plus compétitives. Sauf que moi, j'ai fait des calculs. Quand on retire les aides publiques, eh bien, les grandes exploitations ne sont pas plus compétitives que les moyennes ou les plus petites. C'est-à-dire, ce qui fait la compétitivité des grandes exploitations aujourd'hui, c'est leur capacité à capter les aides publiques qui sont proportionnelles à la dimension. Donc, ne serait-ce que modifier, ça ne règle pas tout, parce que l'accès au foncier, c'est un problème essentiel, mais ne serait-ce que modifier les modalités d'affectation des aides publiques en les transférant plutôt vers le travail que vers le foncier, ça aurait un effet considérable sur la dynamique des structures de production. Même si ça ne fait pas d'économie de réforme agraire dans certaines régions et de politique foncière plus élaborée. Moi, je vais tenter de répondre à la question, qu'est-ce que les priorités à financer? Alors, c'est très subjectif, parce que c'est lié effectivement seulement à la COP21, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, il y a une dette écologique, il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui migrent vers les villes sans trouver d'emploi, il y a des gens qui traversent le désert libyen et la Méditerranée. Je veux dire, rien que ça, pour l'humanité de façon générale, je pense que financer, faire en sorte que là-bas, des paysanneries puissent avoir des revenus décents, puissent nourrir par elles-mêmes leur peuple, ne pas être contraints à l'exode-rural d'abord et aux migrations intempestives à l'échelle internationale, moi ça me paraît prioritaire à financer. Alors effectivement ça ramène à un débat, le fameux 100 milliards de dollars du fonds vert qui est en discussion aujourd'hui à la COP21. Les gens qui dans le Sud disent l'effet de serre c'est comme le produit de l'industrialisation du siècle passé dans le pays industriel. Les gens qui vont morfler davantage, c'est quand même les paysanneries, c'est les pays du Sud, et il faudrait payer. Moi je pense que, c'est pas pour moi de la repentance, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est la seule équité, oui, il y a l'urgence à financer. Alors c'est peut-être ce fonds vert, je crois encore beaucoup plus au droit des peuples là-bas, de se protéger contre l'exportation de nos excédents, de poudre de lait, de poulet doux, de céréales bas de gamme, de sucre et tout le reste, de mettre des droits de douane comme l'Europe l'avait fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est d'entrée, parce que toute aide publique au développement, soit liée ou pas à travers un fonds vert, la question c'est est-ce que ça va profiter aux paysanneries les plus éloignées. Écoutez, vous autorisez ces peuples à mettre des droits de douane, c'est d'emblée que le producteur est mieux rémunéré, peut commencer à épargner, peut commencer à investir, non, les verts sont bien. Donc, je veux dire, moi, la première chose que je crois qui mérite d'être financée, c'est ça. Pour ce qui est d'accaparement de terre, il y a la quantité, l'éolien et autres, donc il faut se remuer pour essayer effectivement d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs pour pratiquer d'autres agricultures. Il y a aussi la qualité, et puis dans rémunération de services environnementaux ou rémunération de la nature, je ne sais pas, on sera peut-être un débat, mais on voit bien qu'à la COP21, par exemple, il y a des gens qui disent qu'il faut mettre un prix au carbone. Moi je suis pour qu'on mette un prix au service, par exemple, séquestration de carbone. C'est très différent. Marchandiser les feuilles, le carbone, l'azote et ce genre de choses, je m'en défie comme la peste. Par contre, taxer la pollution et rémunérer un vrai service d'intérêt général, alors pour qu'il soit plus astucieux que l'éventuel CTE, bien, mais en tout cas la voie contractuelle et locale qui prenne en compte des aspects agroécologiques dans la nature des contrats, qui permettra à des agriculteurs d'être correctement rémunérés pour des services d'intérêt général, je crois qu'il faut utiliser la dimension régionale pour éviter certains travers. Mais c'est vrai que d'ores et déjà, je ne cache pas, avec les compensations de carbone, il y a eu des choses pendables. Je veux dire, on a financé du reboisement au Brésil, à des latifoulières qui étaient bien contents de laisser leur pâturage pour le reboisement, et avec cet argent, ils ont fait déforester dans la forêt amazonienne. Alors ça, non mais, donc il nous faut être très vigilants. D'où aussi l'intérêt des circuits courts, d'éviter les monopoles intermédiaires. Enfin, alors, y compris en maintenant les sachants, ceux qui savent, nos combats vont être imparfaits, absolument. Il nous faudra en savoir plus, et c'est les acteurs qui nous le diront. Mais à coup sûr, dans le commerce équitable, l'idée qu'il faille que les producteurs aient la possibilité de s'organiser pour qu'au moins dans les contrats, le pire n'intervienne pas, c'est quelque chose d'absolument décisif. Voilà. Merci. Je voudrais simplement dire qu'effectivement, je pense qu'un des moyens de... Pour moi, il n'y a pas de sachant et de non-sachant. Je pense que tout le monde sait quelque chose. Donc déjà, c'est réglé. Et les travaux qui sont réalisés souvent sur le commerce équitable, ce sont des recherches-actions, donc avec les acteurs qui sont sur le terrain et qui nous apprennent énormément de choses.
déjà, peut-être pour enlever cette... et ensuite, sur ce que je présentais, c'était vraiment sur la notion de capacité et justement cet accès à la connaissance et à la connaissance du mode de fonctionnement. Donc l'échange qui se fait aussi, non pas uniquement sur un aspect monétaire, mais qui se fait sur l'aspect connaissance, est pour moi essentiel. Toi, je parlais d'éducation populaire et que je pense qu'effectivement, les pays du Sud, s'il y avait une urgence, pour moi, ce serait aussi sur l'éducation. L'éducation, elle traverse, elle n'est pas uniquement sur l'enseignement, elle est sur l'éducation. J'ai eu la chance de participer à un programme qui s'appelle le Programme alimentaire mondial en Tunisie pour les femmes rurales. L'idée, c'est de faire participer tous les partenaires. Pour moi, c'est une forme de commerce équitable parce qu'il s'agit en fait pour les femmes rurales de se réapproprier leur environnement, d'avoir accès à la terre. Et là, on voit que tous les partenaires interviennent. Et c'est avec l'État tunisien et avec les organisations locales. Je pense que si on veut vraiment à ce moment-là si on a un objectif de mettre en place quelque chose qui soit équitable, c'est pour ça que je dis considérer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire qu'on rentre en dialogue avec l'autre par rapport à sa connaissance et sans avoir effectivement de volonté d'imposer un modèle. Tout à l'heure, on parlait du camembert, oui, effectivement, selon les pays dans lesquels on est, on va pas avoir forcément les mêmes envies aussi. Voilà, on a besoin des mêmes envies. J'arrête. Merci. Oui, Naïda, je vais revenir sur votre question des organisations de consommateurs. Certaines font partie du collectif éthique sur étiquette et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas vers une sensibilisation du consommateur et une consommation responsable, durable, mais plutôt à une consommation, à une protection du consommateur, de son droit à consommer. Donc c'est vrai que là, il y a des objectifs qui sont dévoyés et c'est aussi le travail qu'on essaye de faire, de relier, de montrer les interdépendances entre ce système, c'est-à-dire que encourager une production low cost, bas coût, de mauvaise qualité, etc., c'est encourager une pression sur le coût du travail partout dans le monde, dont les travailleurs, les agriculteurs sont aussi victimes, pas seulement des modèles économiques globalisés. Donc c'est vrai que dans la grande distribution, les vendeuses elles-mêmes font l'objet de pression sur leur salaire alors même qu'elles n'ont pas les moyens. Donc il ne s'agit pas effectivement de stigmatiser des populations qui n'ont pas accès, mais en tout cas de faire en sorte que ce soit faisable et surtout de montrer à quel point encourager ce système, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le critère de prix demeure le critère central de consommation, alors même que dans les intentions de consommation, vous voyez que la question de la responsabilité sociale et environnementale est un critère central, mais qu'on peine à travers les modes de consommation. C'est vrai que la question de la transparence est cruciale. On n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir les questions de qualité sociale des produits de grande consommation que l'on achète. Aujourd'hui, là, il y a le rôle évidemment du régulateur, aussi du législateur qui doit intervenir au niveau européen notamment. Madame, oui, qui parle également de personnes qui ne partagent pas du tout évidemment votre réflexion. Je pense qu'ici on a un exploitant, on est tous amenés à aller sur le terrain. La question du panier de biens, d'ailleurs je vais revenir un peu rapidement, que j'évoquais tout à l'heure, elle n'a pas été définie par les experts, elle est définie par les travailleurs. Ce sont 70 organisations de défense des travailleurs, d'appui, des pays de production textile qui sont partis questionner les travailleurs. Les travailleurs eux-mêmes ont dit mon panier de biens de base, et je veux juste préciser, Marc, c'est bien un bien minimum. L'idée, c'est pas de dire c'est la base qui va permettre l'accès à la dignité, et je dirais ces 10% de revenus discrétionnaires, ils pourraient te permettre d'acheter ton camembert, si tu veux, au lait cru. Tu vois, mais en tout cas, c'est de dire qu'il y a un simple minimum qui va être aussi la base de la valorisation. Et quand donc j'ai bossé au régime textile en Tunisie, quand on questionne les travailleurs en Tunisie, on leur dit combien est-ce qu'il faudrait, ils savent très bien combien est-ce qu'il faudrait au minimum pour vivre décemment, sachant qu'on est sur des bases minimum et qu'ensuite, bien sûr, l'idée c'est d'être rémunéré au-delà. Mais toutes ces définitions, elles viennent sûrement pas d'experts, elles viennent des premières personnes concernées et effectivement après, mais il faut aussi qu'on puisse véhiculer, et là il faut des gens où c'est un peu le métier, d'interpeller, de faire du bullying, etc. Parce qu'en face, on a des acteurs très organisés, et j'enchaînerai sur votre question. Pour moi, vraiment, un peu ce qui relie tout ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a l'acteur le plus puissant de la mondialisation, l'acteur économique mondialisé, qui est la multinationale, qui est le seul acteur aujourd'hui qui n'est pas redevable. Les citoyens sont redevables, les États sont redevables, sont sanctionnables. On laisse l'acteur le plus puissant, ça va de Monsanto, effectivement, à la grande distribution, complètement dans une totale impunité dans cette mondialisation.
Donc à partir du moment où ces actes ne sont jamais sanctionnables, on ne pourra pas, à mon sens, évoluer dans une mondialisation plus juste, économique et socialement. Et il faut comprendre le poids aussi du lobby, évidemment, économique qui est exercé aujourd'hui. Je pense que c'est un objet central de nos organisations, combattre ce lobbying économique et y opposer un vrai lobbying citoyen. C'est ce que font de plus en plus d'organisations de la société civile. Je ne répondrai, ou tenterai de répondre qu'à une seule question, celle qui a été posée par Dominique Paturel, parce que je me suis sans doute mal exprimé. Pour moi, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il est évident que la partie de la population avec laquelle il m'intéresse de discuter de la construction des prix, c'est la partie de la population que je n'ai pas devant moi. Que je n'ai pas devant moi quand je mets en marché la viande, le lait que je produis. Cela, la composition de leur flore intestinale ne m'intéresse pas. Et je dis ça, sachant que ce sont des sujets de recherche aujourd'hui à l'INRA. La flore intestinale des consommateurs en circuit court, en bio. Est-elle différente de celle ont-ils une meilleure santé? C'est ça à terme. Ce genre de questions ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment le plus petit d'entre nous accède le plus faible d'entre nous. Employer les termes qui sont sans doute un peu religieux, mais je défends toute religion en ce sens-là. Comment les plus petits budgets accèdent à mes produits. Et j'ai eu une bonne raison pour cela. C'est que moi, paysan, il y en a certains qui ne me veulent pas. La politique publique ne me veut pas. De mes systèmes de production, personne ne veut. De ma façon de vendre, personne ne veut. Personne ne m'aide. Tout va à l'inverse. Personne ne souhaite que quelqu'un me remplace. Il faut se battre pour ça. Et ce que, dans la population, ceux qui m'intéressent d'avoir en face de moi, ceux avec qui je veux que nous en construise un prix, c'est ceux dont personne ne veut, personne ne parle, personne ne veut. Je ne sais pas si je l'ai dit cette fois-ci plus clairement que ce que je disais tout à l'heure, mais je voulais le redire. Merci beaucoup. On va prendre une dernière série de questions. Tu vas répondre. Non, par rapport à ce que tu dis, Jean-Claude, par rapport à Alain Delangle, je suis producteur en Basse-Normandie, producteur bio et membre du bureau de la FNAP. Je pense que la question, toi qui t'intéresse quand tu dis, Jean-Claude, c'est effectivement celle de comment nourrir celui qui a le moins pour se nourrir. Je pense que cette question, elle est générale et l'importance, c'est ce qu'on mène aujourd'hui en bio, même si l'étude que tu dis, elle n'est peut-être pas importante. Ce qui est important, c'est de pouvoir, et ça répond peut-être aussi à la question qui a été posée, c'est de mettre en place, pour pouvoir faire accéder le maximum de personnes, c'est de mettre en place un langage commun. Et on est bien dans un problème de communication et d'établissement d'un langage commun. Là, si on a la possibilité aujourd'hui de débattre, c'est parce qu'à un moment, on a été à l'école, on a pris la même langue et on a ce langage commun. Et derrière, tout le travail qu'on va faire, qui doit être fait sur la notion du commerce et du prix, ce travail a déjà été abordé. Je pense que la force aujourd'hui de la bio, elle a été justement de créer un langage commun qui permet à un moment de se dire, on se retrouve. Que marginal, et que voilà, la question du capitalisme, elle est vraiment posée par toutes les interventions qui ont été faites là, mais on n'a pas prononcé ce mot-là. Je m'en étonne un peu. Oui, bonjour, Geneviève Leclerc, d'Interafol 31. J'avais juste une réaction à ce qu'avait dit M. Dufumier. Là. Je me posais des questions sur les moyens d'action, notamment quand on parle de moyens d'action par la subvention, quoi, hein, et notamment par subventionner, par exemple, les cantines collectives hein, pour acheter. Alors, moi, l'interrogation, c'est qu'on sait bien qu'avec des subventions, parfois, on peut dire l'APL, ça fait monter les loyers, on voit le CICE qui ne pousse pas du tout les entreprises à embaucher, etc. Donc, je ne sais pas si la subvention est le meilleur moyen, mais plutôt que l'aspect poser des principes, les décliner dans des lois, dans des règlements, que les gens
doivent appliquer, et en ayant tous les mêmes règles du jeu, déjà on agit un peu sur des choses qui sont différentes pour pouvoir avoir les mêmes règles du jeu pour fixer les prix. Voilà ma réflexion. Il y avait une question pareille. Annie Roel, artisan du monde et CCLD Casculaire dans le Nord. Je pense au climat. Le climat, on n'en a pas parlé non plus. Enfin, si on en a parlé par la COP, on n'en a pas prononcé le mot climat si on veut parler des mots. Le climat, évidemment, tout ce qui se passe a une influence sur le climat. Je suis allée à l'Assemblée générale du réseau Action pour le climat hier soir. C'est quand même assez désespérant ce qui se dessine. On avait beaucoup d'espoir au début, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui étaient dans le texte du départ et qui sont plus ou moins rejetées ou en option. Par exemple, les 100 milliards qui devaient être justement, on parlait tout à l'heure, vous parliez de l'aide, du soutien, etc. Ce serait juste, que justice que les pays du Nord soutiennent les pays du Sud par rapport à leur agriculture et donc par rapport au climat. Aujourd'hui, c'est en option, c'est très très vague de ce qui est dans les textes. Donc je crois qu'on aura beaucoup de boulot encore après la COP21, dès demain. Mais voilà, je voulais tout simplement souligner ça, que c'est pas gagné, loin de là. Voilà. Une question et puis il y en a encore une dernière. Mot de la fin. Oui, Julien, je suis le délégué général de la FNAP. C'est plus une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit sur la question du capitalisme. On a travaillé, nous, sur une recherche-action. Alors, ce n'est pas une action-recherche, c'est une recherche-action. Enfin, c'est à partir des expérimentations sociales des paysans bio. Donc, ça veut dire que dans chaque ferme, dans chaque collectif de production, dans chaque innovation de mise en marché, etc., il y a des expérimentations sociales. Donc, ça, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que cette révolution pour le bien de l'humanité, elle commence déjà dans des pratiques sociales de terrain qu'il faut pouvoir accompagner parce qu'elles évoluent. Et elles évoluent notamment par rapport à la pente naturelle du capitalisme. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous, c'est effectivement de ne pas se mettre à côté dans des démarches totalement marginales ou en dehors du marché, en dehors de la logique du marché, etc. On est dans le marché et on est dans cette pression du marché et de la logique capitaliste qui va à un moment déposer à des, mais ça sera expliqué cet après-midi, à des grandes coopératives, enfin, des coopératives laitières bio, etc., ou d'autres acteurs bio qui se posent des questions concrètes sur l'évolution de leurs pratiques sociales. C'est-à-dire à quel moment on est dans l'équitabilité. Donc on ne s'extrait pas du capitalisme, comme on ne s'extrait pas des questions de dynamique de marché. La question, c'est comment on les repense. Alors c'est là qu'il faudrait aussi croiser ces travaux, les travaux que vous menez, avec, je pense, les travaux de l'école des mines. C'est pas des révolutionnaires du tout là-bas. Et je pense à Michel Callon notamment sur la théorie des agencements marchands. Donc c'est des économistes pur jus, etc., qui sont arrivés aux mêmes conclusions que nous finalement, en passant par des chemins peut-être un peu plus compliqués, et qui disent évidemment, nous on ne va pas parier sur l'économie sociale et solidaire. C'est un pari qui est intéressant, mais qui nous semble à côté, justement, dans des logiques qui nous semblent à côté, c'est-à-dire en fait qui vivent dans les marges de ce que l'État-providence laisse à côté du capitalisme, etc. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais il y aurait un vrai questionnement, et ça nous interpelle. Donc ils disent, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans le marché et dans le capitalisme? On construit ces agencements marchands, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce qui a été dit, on fait de la construction sociale et politique du marché, mais on la formalise. D'où la question des marques, des labels, de la charte, tout ce qui peut venir formaliser cet agencement marchand entre des acteurs du marché, et qui vont essayer d'impliquer les consommateurs en amont de leur innovation. Et donc pas les mettre face à une offre et une demande de produits, mais leur dire comment on construit ensemble cette offre de produits. Comment on la construit ensemble. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, je tenais à vous dire que nous, notre recherche-action, pour le coup, essaie de se situer dans les logiques du marché, parce qu'elles s'imposent à nous tous les jours, si on ne veut pas essayer de changer d'échelle, en multipliant des expérimentations sociales, certes très intéressantes, mais qui restent encore très marginales pour pouvoir changer d'échelle. Et une dernière réponse à Dominique Paturel, on a cette question d'accessibilité d'une autre alimentation de qualité, etc. Elle est au cœur de nos réflexions pratiques. On a fait la recherche partout en France des circuits de proximité à la dimension sociale. Il y a des centaines d'initiatives qui essaient de répondre tous les jours à cette question. C'est-à-dire que ce n'est pas une question théorique, il faut qu'on y réponde pratiquement. Mais ça veut dire qu'il faut construire sur le terrain ces fameuses expérimentations sociales.
Et par ailleurs, on fait aussi le déploiement de dispositifs de type famille alimentation positive, où effectivement on travaille avec elles sur comment construire un budget alimentaire. Donc concrètement, hein, c'est des familles qui sont tests, il y en a plein qu'on anime, et qui disent, voilà, on va regarder avec vous votre budget alimentaire, mais achat par achat, etc., pour voir si vous pouvez vivre avec une autre alimentation dans un cadre budgétaire contraint. Donc là aussi, c'est une expérimentation sociale très importante. Il se trouve que parfois, c'est relié à l'étude Nutrinet que Jean-Claude citait, et qui est aussi intéressante parce que ça permet de dire qu'on ne voit pas pourquoi les pauvres boufferaient le plus de pesticides et seraient contraints à bouffer des assiettes remplies de pesticides ad vitam aeternam avec les enjeux de santé qu'il y a derrière. Donc ces enjeux de santé, ils sont valables pour tout le monde, pour les pauvres, les moins pauvres, etc. Et nous, c'est ça qu'on essaie de transformer. Je ne vois pas pourquoi aussi on exclurait cette question de la santé de l'alimentation. Je disais, les professeurs qui ont encore des questions, on va devoir s'arrêter là. Merci pour cette dernière intervention. Un petit mot de la fin pour chacun de nos intervenants. Capitalisme et climat, ce sera la... Mieux, c'est toujours... Moi, si j'avais le pouvoir, c'est la question que vous me posiez, il y a deux choses que j'interdirais par la loi, parce qu'elles ont déjà été interdites par la loi, dans des sociétés qui ont duré bien plus longtemps que ne durera la nôtre. La spéculation était interdite en France et dans bien d'autres pays, en France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, par la loi. Vous ne pouviez pas exiger de l'État qui vous garantisse qu'un pari que vous aviez fait vous soit remboursé. Ça interdit tout simplement, si vous le perdiez, l'État ne venait pas à votre secours, ça interdit la spéculation. Bon, ça a été enlevé de la loi à la demande des capitalistes. Parce qu'ils avaient besoin de la spéculation et des situations de l'économie. La deuxième chose à interdire, et qui est interdite depuis, qui a été interdite pendant des centaines d'années, le prêt à intérêt. Il n'y a strictement aucune raison qu'il y ait un intérêt sur un prêt. Une fois les services rémunérés, évidemment. Il n'y a strictement aucune raison à ce qu'il y ait un intérêt à un prêt. Et quand vous payez un intérêt, vous êtes obligé à la croissance, en plus. Donc, après, ici, je pense que si on entamait un débat sur la nécessité de la croissance, ça serait un autre jour. Merci. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que de toute façon, le capitalisme, c'est une manière d'organiser l'économie et les entreprises. Mais aujourd'hui, vous avez des entreprises d'économie sociale et solidaire. Pour moi, elles ne sont pas, c'est pas la marge, c'est pas uniquement à la marge. Je pense qu'elles constituent vraiment une troisième voie. Il y a deux voies, il y a l'économie publique, il y a l'économie, on va dire, marchande capitaliste, et puis il y a l'économie aussi marchande qui est portée par l'économie sociale et solidaire, qui est une voie qui n'est pas finalement une voie de garage, mais plutôt qui est une voie justement d'expérimentation, j'en suis convaincue, et qui bouscule les deux autres, en fait, modalités économiques, publiques et capitalistes conventionnelles. Je dis conventionnelles parce que les mots fourre-tout, c'est toujours difficile, parce que dans l'ESS, il y a aussi des SA et des SARL. Il faut aussi savoir. Donc, de ce fait, je pense qu'il faut se dire que la diversité de l'économie fait aussi la diversité des sociétés. Moi, je ne suis pas contre cette diversité. En revanche, il est important de fixer des limites. Ce que vous signalez sur la spéculation est important par rapport au capitalisme. J'en suis convaincue. Mais ça, c'est la régulation des États. Et c'est l'économie publique qui doit reprendre le pas sur certaines questions. Donc voilà, c'est ces trois éléments qui doivent interagir et qu'on doit rééquilibrer. Il s'agit d'un équilibre dans une société pour permettre... voilà. Alors par rapport à ce que vous dites sur les travaux des sociologues, ils ne réinventent pas grand-chose en parlant des dispositifs marchands, parce que le marketing l'a fait depuis très longtemps, d'organiser cet agencement marchand. Leur force, en revanche, c'est de travailler sur la construction, effectivement, des marchés, toute cette mouvance. Et par ailleurs, je voulais simplement signaler une entreprise qui me tient à cœur, parce qu'on l'étudie maintenant depuis quelques temps, un statut qui s'appelle Société coopérative d'intérêt collectif. Je trouve que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ce sont quand même des structures qui ont cette capacité à être à la fois dans le monde marchand, capitaliste, à travailler avec les pouvoirs publics. C'est une complexité de gestion, c'est une complexité, mais dans cette complexité de gestion, on fait en sorte que tous les parties prenantes puissent intervenir, puissent avoir une voix au chapitre dans la gouvernance de l'organisation. Et de ce fait, c'est un modèle d'entreprise qui préfigure, pour moi, une capacité à refaire ensemble de l'économique.
Oui, mais je vais revenir, à mon sens, sur vraiment la nécessité qu'on renforce une régulation publique qui soit contraignante. Je pense que c'est absolument illusoire d'encore repenser que des grands acteurs qui sont soumis à aucune sanction puissent participer à une espèce d'autorégulation, que ce soit sur les questions agricoles, sur les questions de droits humains, etc. L'accord de la COP est bien évidemment aussi décevant parce qu'on joue aussi sur le degré de l'obligation qui est imposée aux États, et ça, je pense qu'il faut effectivement de l'obligation claire. Les tests internationaux définissent des obligations, mais sans laisser sortir du système de sanctions. On évoquait par la question du feu rouge, ce que je dis aussi souvent, c'est comme si on considérait qu'on allait faire confiance à un automobiliste qui ne va pas traverser au feu rouge parce que ce serait mauvais pour lui et pour la société. Voilà, on n'a pas considéré pour les citoyens que la confiance suffisait. On considère aujourd'hui qu'on fait uniquement confiance aux grands acteurs économiques mondialisés. Et pour moi, un de nos combats centraux, c'est d'en passer aussi par cette régulation qui impose des sanctions juridiques. Bien. Moi, je voudrais revenir en conclusion sur un point qui a déjà été évoqué mais qui me paraît essentiel. On n'a pas prononcé le mot capitaliste. Je pense que même si le mot qu'il faudrait prononcer, c'est un vieux mot, c'est capitaliste monopoliste d'État. Parce qu'une des caractéristiques importantes aujourd'hui à laquelle on est confronté, c'est justement ces firmes multinationales qui contrôlent les marchés mondiaux, mais contrôlent en partie les États. Donc, vous savez, quand vous allez à Bruxelles et vous voyez le lobbying que font Monsanto et ses firmes, elles contrôlent aussi les États. Vous voyez comment sont financées les campagnes électorales des États-Unis, celles qui sont évidentes. Donc, ça, c'est encore un outil essentiel. Ces firmes, c'est pas le seul, mais essentiel, c'est l'abolition de toute barrière aux frontières. La possibilité de pouvoir aller placer le travail là où il est le moins coûteux, placer la recherche là où les universités sont les plus performantes, et bien sûr placer les bénéfices là où les taux d'imposition sont les plus faibles. Donc, une des priorités, et ça je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être réactionnaire, c'est d'établir un certain nombre de protections. La première chose qu'on peut faire pour aider les pays du Sud, c'est même pas de leur donner des transferts monétaires, c'est d'abord de leur permettre de se protéger pour développer leur propre capacité de production. Il faut savoir qu'en matière agricole, il n'y a guère, sur le riz, c'est 3% de la production mondiale qui s'échange. Sur le lait, c'est 7% de la production mondiale. Il n'y a absolument aucune raison que les cours mondiaux, qui sont des cours sur des transactions résiduelles, servent de prix de référence pour les productions domestiques, sachant qu'en plus, les conditions de production et de productivité sont extrêmement importantes. Et donc là, on a des enjeux immédiats. Au-delà des problèmes de fond, il y a des accords de négociation, de libéralisation des échanges internationaux qui se négocient. Il faut monter au créneau, remettre en cause ces accords. Les accords commerciaux ne sont pas gravés dans le marbre, une fois pour toutes. Un accord qui a été négocié, un autre accord peut le transformer. Et donc il y a une priorité, pour moi, je compterai pour ça, pour être très pragmatique, deux priorités. Lutter de façon farouche contre tous ces accords de libéralisation commerciale, ne pas avoir honte d'être taxé de protectionnisme. La protection, c'est pas honteux. Non seulement c'est pas honteux, mais c'est nécessaire. Si on veut stabiliser les marchés, comme les coûts mondiaux sont instables, il faut nécessairement des systèmes d'écluses aux frontières. On ne peut pas, sinon c'est le prix mondial. 3% de la production, 10% de la production mondiale, qui fait le prix pour les 97%. C'est absurde. Et deuxième priorité, je vous l'ai dit, mais c'est là, revoir rapidement les modalités de distribution des aides publiques en agriculture, alors notamment chez nous, en Europe, parce qu'on a quand même des marges budgétaires importantes et il y a des marges de manœuvre importantes et une manière intelligente d'utiliser ces fonds disponibles si on veut bien s'en donner la peine. Merci. Alors moi, je voudrais intervenir sur les trois points, peut-être en commençant par les moyens d'action. Donc, on parlait des subventions. Alors moi, c'est clair qu'à l'échelle des agriculteurs, je souhaiterais vraiment qu'on supprime tout ce qui s'appelle subvention. Que ce soit les rémunérations, soit par la qualité d'un produit, soit par des services d'intérêt général. Alors effectivement, quand vous disiez que les subventions actuelles de la PAC devraient retourner aux agriculteurs sous forme de rémunération,
Je voulais dire que l'argent du contribuable, hein, les impôts qu'on paye et qui sont aujourd'hui délivrés sous forme de subvention, quand je disais passe par la restauration collective, par exemple, pour rendre accessible à des couches modestes, sans avoir à payer de surcoût un bon produit, là c'est vrai qu'on parle encore de subventions, et ça peut apparaître comme des subventions sociales. Là, la question devient, est-ce que l'argent du contribuable sert à amoindrir la pauvreté de gens, et sous quelle forme? Alors il peut y avoir des effets, effectivement, qu'il faut étudier attentivement. C'est que si on fait ça, toute la restauration collective, les cantines d'entreprise, les EHPAD, les collèges, les lycées, les écoles ont accès à un bon produit bio sans avoir à en payer de surcoût. À coup sûr, dans la conséquence, c'est qu'il va y avoir une demande de produits bio, ça va faire monter le prix des produits bio. Remarquez, c'était ça l'objectif. Que l'agriculteur qui pratique une agriculture artisanale, si ça exige plus de travail, soit correctement rémunéré. On est bien dans l'idée quand même qu'à travers une subvention qui n'est pas donnée aux agriculteurs, qui est donnée ailleurs, les agriculteurs soient correctement rémunérés par les prix. Alors jusqu'où et quels effets? D'ores et déjà, on voit, hein, déjà en France, sans même parler de la restauration collective, la demande accrue de produits bio pour les 5 dernières années s'est traduite par l'importation. Oui, il faudra regarder ça de très près, et effectivement, il y a l'urgence. La voie contractuelle, à proximité, on annonce un marché rémunérateur payé et un volume croissant dans les 5 années. Je pense quand même qu'on aurait une transformation aux abords de nos restaurations collectives, aux abords des communes et des villes. On aurait quand même davantage de production bio. Je pense qu'on peut entrevoir quand même des effets positifs. Mais soyons clairs, pour l'agriculteur, pas de subvention, c'est pas mendiant, il est correctement rémunéré, tous les services environnementaux, dont certains, deuxième point, le climat. Moi je pense effectivement, on peut dire, il est urgent de rémunérer les séquestrations de carbone. M. Stéphane Le Foll nous dit qu'il faut accroître le stock de carbone dans les sols de 4 pour 1000 par an. Un bon fumier, c'est 1,3 pour 1000. Moi je vais vous dire, je ne vais pas m'insurger contre une consigne qui vise à effectivement séquestrer du carbone, c'est de l'humus, ça atténue le réchauffement climatique. Il y a bien une convergence entre l'intérêt de l'agriculteur, l'humus, et l'intérêt général. Ce que je ne voudrais pas, c'est que ce slogan 4 pour 1000 nous fasse oublier que le principal gaz émetteur, contributeur de gaz à effet de serre en France, c'est le protoxyde d'azote, c'est les engrais azotés de synthèse. Donc moi je serais pour qu'effectivement on rémunère la séquestration de carbone et qu'on taxe le carbone, les engrais azotés de synthèse et les émissions de protoxyde d'azote. Si le 4 pour 1000 c'est une façon d'échapper le vrai débat, parce que les engrais azotés de synthèse seraient produits par la pétrochimie, quelques lobbies, je ne sais plus comment tu l'appelles, Total, ou je ne sais pas quoi. Enfin, alors ça, au Monsanto, moi ça me déplairait énormément. Voilà un peu comment je réagis. Et effectivement, dans le Sud, on peut parfaitement, avec un fonds vert, rémunérer les agriculteurs pour des choses qui permettent à la fois de sécuriser le travail du sol, fabriquer du l'humus, accroître les rendements, des légumineuses qui fixent l'azote de l'air, évite toute utilisation d'engrais azotés de synthèse. Moi, tous les systèmes agroforestiers, etc., alors je vais vous dire, ça mérite d'être rémunéré. Il y a vraiment convergence entre l'intérêt privé de l'agriculteur et l'intérêt général. Et puis le gros mot, là, je crois qu'il s'appelle capitalisme. Alors, mon opinion, d'abord, c'est qu'on sépare ce qu'on appelle capitalisme et économie de marché. Je pense que le capitalisme, pour moi, c'est un vieux barbu, vous connaissez ça, hein, un vieux barbu qui disait, le capitalisme, c'est j'ai A, et je le place pour avoir A' égale A plus plus-value. Alors ça, franchement, quand on voit Patrick Livret qui nous appelle au bonheur, je pense que c'est complètement nul. C'est franchement nul. Alors effectivement, c'est quand même ça qui est le moteur de notre économie de marché. On est d'accord. Alors je crois que la question devient, en économie de marché, sauf si vous considérez que la planification centralisée en agriculture a donné les résultats escomptés, je crois quand même que pour qu'il y ait une subsidiarité dans le choix de l'isolement des rotations, etc., qu'il y ait des agriculteurs qui décident de leur technique, qui décident de choix de production en fonction de prix, et moi je souhaiterais, et je crois que nous, on souhaiterait qu'il soit juste, je crois qu'on ne va pas pouvoir faire l'impasse sur l'économie de marché. Que cette économie de marché soit régulée de telle sorte de ne pas être dictée par ce souci de A égale A plus plus-value, mais éventuellement des bienfaits environnementaux, éventuellement des parts de bonheur qui jusqu'à présent n'étaient pas monétarisées et que ça puisse quand même être correctement rémunéré pour ceux qui les produisent, là je trouve que ça devient déliant. Et derrière la question il y avait, mais le commerce équitable, ça restera marginal si on s'attaque pas au capitalisme. Alors la réponse elle devient oui, il faudra
sera une économie de marché régulée, et dénoncer un certain nombre d'accords et ce genre de choses. Je crois que la réponse doit être très claire. Mais moi je pense, c'était un peu dans le propos ici de Patrick, c'est pas une question de... c'est marginal et ça va se généraliser. Ce que nous faisons à travers nos expérimentations et nos démonstrations qu'éventuellement à l'échelle locale, dans certaines conditions, autre chose est possible, je crois qu'il ne faut pas l'envisager pour plus tard, pour changer le monde entier, sur une espèce de généralisation, mais plutôt sur une extrapolation. C'est-à-dire que c'est effectivement, on espère, des producteurs, par exemple, qui vont prendre leur affaire en main, et des rapports de force nouveaux qui vont s'établir ici ou là, pour que le monde puisse enfin changer à une échelle beaucoup plus globale, et mettre fin, effectivement, à ce capitalisme un peu con, A égale, on a appris égal A, je suis très con, je suis encore pas assez violent, mais, et du coup, ça nous ramène à comme quelque chose de, attention, hein, la forme d'agriculture qu'on cherche à promouvoir, hein, celle qui séquestre du carbone, celle qui n'est pas de protoxyde d'azote, celle qui accroît le taux du muscle, celle qui fait de bonne bouffe, celle qui ne met pas de perturbateurs endocriniens dans notre nourriture, pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande, pas d'algues vertes sur le littoral breton, ce genre de choses, c'est une révolution technique. Alors moi, le mot révolution, j'accepte aussi, mais ce ne sera pas émancipateur. La transition écologique, moi j'accepte le mot, mais ce n'est pas du tout pour dire que la transition, on va être socialement réformiste et on ne peut pas mettre à bas un système. Oui, il y a bien une révolution technique, il y a bien un système contre lequel on s'insurge, mais si on veut avoir l'adhésion du plus grand nombre, je pense que c'est tellement compliqué quand même, qu'on a intérêt nous à faire nos expérimentations émancipatrices, on pourrait comme Patrick, et voir un jour comment, effectivement, avec notre vision transformatrice, le monde va basculer.